L'éco-anxiété n'est pas encore une entité nosographique répertoriée, encore une fois, ni dans la DSM-5, ni dans la CIM-11. Cette pathologie, on va dire, cette souffrance, emprunte à ce dernier tous les symptômes avec des caractéristiques cognitives spécifiques, c'est-à-dire la peur face aux menaces pesant sur la nature, l'exacerbation des dangers qui planent sur l'existence elle-même, l'inquiétude pour sa famille, ses descendants et toutes les ruminations des scénarios apocalyptiques que tu as évoqués. Les caractéristiques fondamentales qu'on va retrouver chez plusieurs auteurs d'ailleurs, c'est l'incertitude, l'imprévisibilité et l'incontrôlabilité qui sont aussi les marques de ce fameux stress pré-traumatique. On peut y retrouver les affects et les réflexes instinctifs face aux situations stressantes, comme tu viens de l'évoquer, Guy, tout à l'heure. Nous ne vivons plus tout à fait tranquilles. J'aime bien l'expression de Fernando Pessoa, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'intranquillité, d'ailleurs. Donc depuis des temps immémoriaux, nous n'avons jamais été vraiment totalement tranquilles. Et puis la récente épidémie de la Covid, qui continue d'ailleurs, comme les attentats terroristes et les menaces de guerre mondiale, majore cette angoisse de mort et la disparition même de la vie sur la Terre. Alors c'est plus seulement marqué par de l'angoisse sans cause irrationnelle, mais c'est élaboré sur toute une écotoxicité avérée et illustrée par des faits visibles dont d'une façon rationnelle et des plus étayées, ça a été renforcé par la communauté scientifique, on le sait pour le GIEC, etc., et abondamment communiqué, voire parfois un peu trop amplifié par les médias. Donc l'éco-anxieux, il se débat dans cette inquiétude constante et un dilemme entre suis-je responsable, côté culpabilité, de ce qui nous arrive et comment en sortir avec un fond de sentiment d'impuissance, et puis avec en toile de fond également, de façon parfois un peu obsédante, une forme de rancœur contre les comportements irresponsables de, de certains d'entre nous, la peur de l'avenir, le fait de devoir vivre soi-même avec sa progéniture actuelle ou à venir dans un monde plutôt hostile, plutôt inhumain, où on se battra pour une survie. On parle beaucoup de l'or bleu et de ce que va représenter le manque d'eau sur notre planète. Donc, les symptômes de l'éco-anxiété sont patents. Il s'agit de, de mentalisation négative, on va dire de rumination, et d'un état émotionnel désagréable pérenne qui est fait d'amertume, de colère, de cauchemar, d'une posture un peu dépressive et d'une agressivité manifeste vis-à-vis des comportements d'incivilité, des comportements individuels, groupaux, industriels considérés comme délétères. Donc bien sûr que les patients s'alarment et s'inquiètent de cette impuissance à lutter contre ce qui apparaît à l'évidence comme d'une grande complexité et quasiment inéluctable. Alors les sources de l'éco-anxiété, on les connaît, hein, elles viennent en partie d'un monde sous influence médiatique, ce qui ne veut pas dire que tout ce que nous avons énoncé précédemment doit être relativisé à l'extrême, hein. Ça serait un vrai danger de faire ça. Ce que nous pouvons constater tous les jours, c'est le rôle amplificateur des médias, qui majorent ou créent l'éco-anxiété par leurs effets, on va dire en boucle, répétitifs et cumulatifs. Les réseaux sociaux également peuvent représenter des vecteurs de perturbations de santé mentale, et ça on en parle de plus en plus. Tout le monde d'ailleurs y va de ses conseils, de ses avis péremptoires, et étale ses croyances les plus folles face à une situation véritablement problématique. Donc c'est un véritable fratras qui est le terrain de jeu et d'influence privilégiée des devins, autres charlatans et de la propagande ultra réchauffiste. Il est indéniable que la presse et la télévision sont en quelque sorte des chambres d'écho de cette éco-anxiété, parfois sans retenue, de tout événement dû au changement climatique. Et puis, vous avez tous les films, les séries, les jeux vidéo cataclysmiques. Les films et les séries, les vidéos en réalité virtuelle de catastrophes planétaires, avec les effets spéciaux de plus en plus carton-pâte, mais renforcent l'ambiance morose actuelle. L'éco-anxiété des personnages poussés à l'extrême et à son paroxysme peut avoir des effets notables, tant les représentations parfois sont incroyablement réalistes. Parmi la multitude des productions, nous choisirons par exemple 4 exemples de films figurant
le stress pré-traumatique et péritraumatique, et post-traumatique, bon, mais on en parlera après. Alors, voyez, dans la diapo, vous avez l'exemple ici des assiettes de Schrödinger. Bon, j'ai pris cet exemple-là au lieu du trop classique chat de Schrödinger dans sa boîte, et ça nous éclaire sur ce point, car tout est fait pour nous faire croire que tout est déjà écrit et foutu, même s'il est vrai que l'équilibre peut être rompu, pour autant, la messe n'est pas dite, et vous voyez, la pile d'assiettes n'est pas cassée, tant que la porte n'est pas ouverte. Ouais, c'est une façon un peu humoristique et relativisante de dire les choses. On va maintenant parler de la conséquence de l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, eh bien, c'est une réaction productive et ça amène l'éco-lucidité. Alors par rapport à tout ce que j'ai dit qui était un peu catastrophique, qui accentuait le trait, mais avec raison finalement, parce que peut-être que c'est même dans certains cas beaucoup plus patent, eh bien c'est une réaction productive parce que ça rend lucide. C'est vraiment un ensemble d'émotions négatives qui affectent la personne, qui peut consulter un psychothérapeute, un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, mais elle est surtout une prise de conscience du constat que l'homme ne peut plus se comporter de manière irresponsable et désordonnée vis-à-vis du monde qu'il abrite et qu'on fait partie d'un tout. Donc, dans ce sens, c'est une réaction productive de positif et de prise de conscience. Alors, ça ouvre la voie à la lutte contre la passivité, très nettement. L'immobilisme, l'indifférence des dirigeants, qui nient souvent le problème. On a vu l'attitude de certains dans certains continents, sans nommer personne. Et les institutions internationales qui tardent à prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Ce sont des modèles de lenteur, alors que le consensus existe, il n'est pas fantasmé. Mais heureusement, la pensée écologique, sans excès d'ailleurs, malgré la résistance organisée et le déni des climato-sceptiques, elle fait petit à petit son chemin dans l'inconscient, ou plutôt dans le conscient, alors là, collectif, dans le sens où on rassemble nos pensées ensemble.